Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur le plateau de La Pensée et les Hommes. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter une émission spéciale consacrée au lien entre la psychanalyse et la franc-maçonnerie. Alors, bien que ces deux domaines soient captivants, ils ont toujours attiré des histoires fantaisistes, fantasmes, rumeurs et ont attiré de puissants ennemis. Et pourtant, elles n'ont qu'un seul objectif en commun, celui d'aider l'être humain à s'aimer, se comprendre pour mieux vivre en communauté. Alors, sont-elles pour autant des sectes? En quoi consistent-elles réellement? Pour répondre à ces questions, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau des habitués, Madame Laetitia Clado et Monsieur Giuseppe Balzano. Bonjour. Je vais d'abord vous laisser vous présenter vous-même. Alors, je suis Laetitia Clado, psychanalyste et hypnothérapeute. Je suis spécialisée dans la gestion de la douleur chronique et de tous les messages fantômes envoyés par le cerveau. Donc, je travaille effectivement beaucoup en hypnose. Mais le fait que j'ai pas mal de résultats, c'est que vraiment je travaille le symptôme de mes patients toujours à travers le regard analytique. C'est ce qui nous permet toujours d'aller beaucoup plus loin, beaucoup plus profondément. Donc, c'est peut-être une autre manière de travailler la psychanalyse, mais essentiellement à travers le symptôme. Monsieur Balzano. Donc, je m'appelle Giuseppe Balzano, j'enseigne l'hébreu biblique à l'Institut d'études du judaïsme, ici à Bruxelles. Je suis également en charge du séminaire psychanalyse et religion au sein du CEPSIA et psychanalyste. Merci. Alors, dans un premier temps, il serait peut-être intéressant de définir ce qu'est la franc-maçonnerie et la psychanalyse. Alors, ma première question est, comment peut-on définir l'introspection en psychanalyse? En sachant que Freud a défini l'analyse en une seule phrase bien courte, qui est « traquer les idées reçues ». Qu'en pensez-vous? Moi, je dirais que dans ma pratique, ce que je vois, c'est que quand arrive un analysant un sujet pour la première fois, on se retrouve face à quelqu'un qui est dans une immense souffrance, qui est vraiment face à des manques dans son identité et dans la compréhension de son moi et de pouvoir vraiment l'exprimer. Ces manques peuvent s'exprimer de manière totalement différente à travers généralement des symptômes, mais qui peuvent avoir un lieu comportemental, plutôt une donnée physique, des répétitions, des schémas de répétition. Et il en arrive à un point où finalement la souffrance du sujet devient tellement importante qu'il a besoin de venir la déposer quelque part et la confronter avec quelqu'un pour pouvoir aller au-delà de ça et finalement dépasser toutes les idées reçues et toutes les fausses croyances dans lesquelles il était installé depuis des années pour pouvoir construire son propre moi. Ça, c'est le travail de l'analyse. D'accord. Et concernant la franc-maçonnerie, alors, en quoi consiste l'engagement maçonnique? Et surtout, d'où vient aussi la franc-maçonnerie? Alors, donc, il y a bien deux questions. Alors, d'où vient la franc-maçonnerie? Alors, elle ne vient pas d'Égypte déjà, très certainement. Donc, pour traquer les idées reçues, non, ça ne vient pas d'Égypte. Plus sérieusement, la franc-maçonnerie moderne émerge en Angleterre au début du XVIIIe siècle, dans une société qui a dû faire face pendant plus d'un siècle à de violents affrontements politiques, théologico-politiques. Et à partir de personnes dont certaines faisaient partie de la Royal Society, émerge une compagnie, je dirais, qui a pour but de pouvoir parler librement et de se réconcilier entre elles, dans les différents pans de la société. À partir de là, ça devient un espace d'échange et de confrontation pacifique. Et au fur et à mesure, la franc-maçonnerie va développer, je dirais, une structure initiatique. Donc aujourd'hui, la franc-maçonnerie moderne, mais déjà au milieu du XVIIIe siècle, la franc-maçonnerie est une société initiatique. C'est-à-dire qu'on rentre là par initiation. L'initiation est un processus d'intégration, un processus pédagogique également, où on apprend certaines choses qu'on va mettre en place ensuite quand on sera à l'intérieur, dans les loges, dans les obédiences. Et le but de la maçonnerie, c'est quoi? C'est pas de fomenter des complots un petit peu partout ou de prendre le pouvoir, c'est simplement, je dirais, un chemin de vie. C'est un chemin de construction de l'homme par rapport à lui-même et un chemin de construction de l'homme dans la société, en vue de construire une société meilleure. Je dirais que par rapport à ce que ma collègue a dit par rapport à la psychanalyse elle-même, nous avons ici une démarche philosophique qui vise à l'apaisement de l'homme dans la société.
D'accord. Mais si la franc-maçonnerie est née dans un contexte religieux en Écosse et en Angleterre, qu'en est-il de cette affiliation aujourd'hui? D'autant plus qu'on sait qu'il y a plusieurs grandes loges différentes. Alors, quand on me dit que ça naît dans un contexte religieux, je m'interroge sur ce que cela signifie. Alors, il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, le terme religieux a d'autres connotations de ce qu'il pouvait avoir dans le passé. Il faut bien comprendre que, de par le passé, on devrait plutôt parler de théologico-politique, où le politique, le sociétal et le religieux, c'est une seule et même chose. D'accord ? Et quand je disais là tout de suite que la franc-maçonnerie va naître, émerger après plus d'un siècle de violence politique, c'est bien à ça que je faisais allusion, à des violences théologico-politiques, c'est-à-dire où le pouvoir religieux, le pouvoir politique sont une seule et même chose. Nous avons du mal aujourd'hui à faire cette division, enfin plutôt l'inverse, à ne pas faire la division, parce qu'aujourd'hui le religieux est cantonné à un endroit et le politique à un autre. À l'époque, c'était une seule et même chose. Ça a conduit d'ailleurs aujourd'hui à pas mal d'incompréhension sur certains événements internationaux de l'actualité. Donc c'est une seule et même chose. Et en Écosse, c'était pareil. Donc en Écosse, la franc-maçonnerie va naître, je vais dire, ce sont des compagnies de maçons libres, c'est-à-dire qui ne sont pas affiliés à un seigneur ou à un territoire. Ils peuvent, je dirais, passer d'un chantier à l'autre librement. Et ils organisaient leur métier. Ils organisaient la solidarité entre ouvriers qui étaient chargés de la construction des églises et des bâtiments de ce genre-là. Et ils étaient dans la foi qui était la leur de l'époque, c'est-à-dire le christianisme, okay, avec ses différentes évolutions par la suite dans les îles britanniques vers le protestantisme, l'anglicanisme, etc. Donc, aujourd'hui, qu'en est-il? Eh bien, vous avez la franc-maçonnerie dite régulière qui est affiliée à Londres, pratiquement, et puis vous avez la franc-maçonnerie continentale qui ne dépend pas et qui a d'autres présupposés. Alors la franc-maçonnerie, je dis régulière, on dira anglo-saxonne, décrète un théisme fort et affirmé, donc une croyance en une divinité, tandis que sur le continent, on va dire ce qu'on appelle la franc-maçonnerie plutôt d'obédience française, on va dire, c'est beaucoup plus libre. Je dirais, il n'y a pas nécessairement la notion de divinité ou d'un théisme affirmé clairement. Il y a un grand architecte de l'univers, évidemment, mais on peut y mettre n'importe quel concept philosophique ou autre là derrière. Donc ce n'est pas affilié, comme vous dites, à une religion, à un sentiment religieux, à une pratique religieuse. Je dirais qu'ici, c'est plutôt une voie philosophique et une réflexion philosophique sur la façon de faire société. D'accord. Il se trouve que il y a eu un colloque le 28 mars 2024 organisé par le Centre d'études sur la psychanalyse de l'ULB en collaboration avec La Pensée, les Hommes et Psychéanalyse. Et vous intervenez. Et le titre de votre intervention, c'est Psychanalyse et franc-maçonnerie, 2 voies de démarche. Alors, quelles sont les ressemblances et les différences justement entre ces 2 voyages, ces 2 voyageurs de l'âme? Mais je dirais que dans les points communs, c'est une question, je dirais, d'une introspection, d'une réflexion sur soi. Maintenant, la grosse différence, c'est que la psychanalyse est une cure, elle relève de la thérapie. La franc-maçonnerie n'est pas une thérapie, ni une thérapie de groupe pour gens dits normaux. La franc-maçonnerie est un chemin de vie. C'est un engagement à construire une meilleure société, à être un meilleur être humain, une meilleure personne. Il y a une introspection, bien sûr, c'est évident. On peut parler de psychanalyse en franc-maçonnerie, il n'y a évidemment pas de souci là-dessus. Mais je dirais que la franc-maçonnerie ne relève pas de la cure ni de la thérapie. D'accord ? Donc la grande différence, je la vois là, essentiellement. Vous allez me dire, oui, mais enfin, la psychanalyse peut aussi être un chemin de vie. Oui, très certainement. Mais l'introspection qui est à l'action dans la psychanalyse relève de la thérapie et de la cure. Comme le disait Laetitia là tout de suite, l'analysant qui arrive chez son psychanalyste est en souffrance et cherche un endroit pour déposer sa souffrance, et essayer d'aller mieux et d'apaiser et de retrouver une sérénité. Le franc-maçon, en loge, il peut être en souffrance d'aller chez le psychanalyste, très certainement, mais ce qu'il recherche dans ses travaux de loge et à l'extérieur, c'est un cheminement, c'est une posture
d'un être, d'une personne probe et libre qui cherche à faire société, une meilleure société, une société plus sereine, sans conflit, selon des valeurs philosophiques propres à sa démarche. Mais vous parlez d'introspection, donc vous dites que même en franc-maçonnerie, il y a une introspection. Alors, est-ce qu'on peut considérer qu'une introspection soit efficace sans le regard et le questionnement d'un autre, de l'autre? C'est peut-être plus ce qui va se jouer en analyse, en fait, à ce moment-là, parce que rien n'exclut d'être en maçonnerie et d'être en analyse. Je dirais que le point de différence qui est évoqué ici, c'est vraiment de se rendre compte que la démarche psychanalytique est une démarche vraiment pour aller vers l'introspection, vers soi, vers comprendre qui on est et devenir un meilleur être humain. Après, je pense qu'il devient plus pratique, effectivement, de pouvoir travailler sur le fait qu'on ait une meilleure société. Et on a vraiment ce fondamental-là, c'est que dans l'analyse, on va vraiment avoir ce point de départ, effectivement, qui va être individuel. Tandis que dans la maçonnerie, on va avoir quelque chose de plus collectif, mais dans lesquels il peut quand même se jouer des choses très similaires. Je veux dire, il va y avoir la confrontation du transfert, il va y avoir les résistances, mais tout ça, effectivement, peut parfois se jouer aussi dans la maçonnerie. Mais la maçonnerie, encore une fois, effectivement, n'a pas de caractère thérapeutique. Donc ça ne va pas jouer de la même manière et ce ne sera peut-être pas confrontant de la même manière. Le rôle de l'analyste, à chaque fois qu'il va se confronter à une résistance chez son analysant, ça va être à chaque fois de le ramener à ce qui se passe en lui disant « Regarde, là, il y a la faille, là, il y a le manque, c'est ça qui est en train de se jouer » pour à chaque fois le reconfronter à ça. Je ne suis pas sûre qu'on fait ça en maçonnerie. Non. Ce n'est pas nécessairement le but. Pour revenir à la question de Mme Boussouak sur la confrontation à l'autre, dans la maçonnerie, c'est une fraternité. Donc, il y a des frères qui sont ensemble, qui travaillent ensemble, et il y a toujours le regard de l'autre sur soi-même, le regard de soi-même sur l'autre. Donc, il y a, vous savez, on peut, une des façons de spécifier la chose, c'est de parler d'autonomie, l'individu, le sujet seul en lui-même, et l'hétéronomie, le sujet lui-même confronté à un autre sujet. Je dirais que ce qui se passe en franc-maçonnerie, dans la fraternité, dans les frères ensemble, c'est effectivement ce regard entre un frère et l'autre. C'est cette hétéronomie qui se joue entre l'un et l'autre. On n'est jamais tout seul, on n'est pas maçon tout seul, on est toujours maçon dans un groupe, dans sa loge, à l'extérieur même, dans la société, parce qu'on est conscient justement du regard de l'autre. Et c'est pour pouvoir s'interroger sur la façon dont nous sommes perçus et de comment nous percevons les autres. Et c'est dans ce dialogue qui ne finit jamais que, justement, le faire société peut émerger. Alors, l'initiation analytique est souvent vécue par les analystes comme une famille noble, imaginaire, représentée par un pater familias qui est, à savoir Freud. Est-ce qu'on peut considérer qu'un profane qui entre en franc-maçonnerie est à la recherche d'une famille de substitution avec un pater familias qui est le vénérable maître? Alors, je ne sais pas si le vénérable maître est un pater familias. Comme je viens de le dire, c'est une fraternité. Et le vénérable maître est le primus inter pares dans cette fraternité. C'est une fonction, le vénérable maître, c'est une fonction d'administratif, et c'est une fonction d'organisateur, et faire en sorte que l'ensemble des travaux et de la vie maçonnique se déroule de manière sereine et paisible. Alors, on peut faire une lecture psychanalytique et y voir là un père de substitution, mais le but recherché n'est pas celui-là. Et si un impétrant recherche un père de substitution, très rapidement, on va lui faire comprendre que non, c'est pas le bon endroit pour chercher ce genre de figure symbolique. Donc, c'est une fraternité. Le vénérable est un primus inter pares, c'est une famille noble peut-être, mais dans le sens symbolique du terme. C'est une famille d'élection, bien sûr. On se choisit un groupe pour pouvoir s'y développer, s'y épanouir et être une meilleure personne, et ensuite rayonner dans l'ensemble de la société. Mais à nouveau, c'est une fraternité. Vous avez une fraternité, qu'est-ce que c'est? Symboliquement parlant, ce sont des personnes qui sont toutes sur le même pied d'égalité. Alors, je prends par exemple, dans des lettres que les rois mésopotamiens s'écrivaient entre eux, lorsqu'un suzerain écrivait à son vassal, il disait « mon fils ». Lorsque le vassal écrivait à son suzerain, il dit « mon père ».
Et quand on avait deux rois qui étaient de puissance politique et militaire de force égale, ils se disaient « mon frère ». Encore aujourd'hui, dans le bassin méditerranéen, on dit « mon frère » pour dire « tu es mon égal ». Quand je dis « mon père », ça veut dire que que la personne en face de moi est mon supérieur. Et mon fils, il m'est inférieur. Là, il y a je dirais une perspective symbolique. En maçonnerie, c'est une fraternité, et donc il n'y a pas de père qui soit à l'action. Et que pensez-vous du fait que certains auteurs considèrent l'initiation maçonnique en tant que lieu du stade du miroir, ce fameux concept lacanien créé en 1936 ? L'idée ici, c'est quelque part d'amener le sujet à pouvoir se reconnaître, à pouvoir s'identifier. C'est effectivement le travail de la cure. Maintenant, je ne sais pas comment se passent les rites en maçonnerie, je dois dire, mais il y a peut-être aussi une reconnaissance de lui par rapport justement à la société dans laquelle il s'intègre. Mais l'objectif ici, c'est vraiment ça, c'est la reconnaissance du moi et de pouvoir l'assumer en réalité. Selon d'autres... J'allais dire selon d'autres symboles, mais non, le miroir est bien présent. Et effectivement, c'est une question de reconnaissance de soi-même. Donc il y a tout un travail d'introspection, comme on l'a dit, à différents niveaux de l'initiation maçonnique, du travail symbolique. Et une des premières choses, effectivement, c'est de pouvoir d'abord se reconnaître soi-même, pour ensuite pouvoir regarder les autres et être regardé par les autres, être reconnu par les autres. Parce qu'on se reconnaît soi-même dans le miroir, très certainement, mais on est reconnu par ses frères également. Ça, c'est quelque chose de fondamental dans les interactions. Alors, dans la franc-maçonnerie, on parle du mythe du meurtre d'Hiram. Alors, n'est-il pas une réminiscence du fameux meurtre du père de la horde primitive qui est développé dans l'ouvrage de Freud, Totem et Tabou, dans lequel les frères s'approprient le pouvoir phallique du père de la horde primitive ? Encore une fois, en maçonnerie, je ne peux pas dire qu'il se passe ça. Maintenant, oui, on peut voir que dans les stades de développement de l'enfant, de l'adolescence, aujourd'hui d'autant plus on permet à l'adolescence de pouvoir vraiment se développer très très fort et s'exprimer très très fort, il y a régulièrement quand même encore toujours vraiment la vraie symbolique du meurtre du père. On voit souvent, voire de la mère, mais on a besoin de dépasser en tous les cas l'adulte dominant, le grand hôte, pour pouvoir prendre quelque part la place et établir sa propre personnalité. Dépasser quelque part ce qui nous est imposé par les autres, mais qu'on va peut-être se réapproprier d'ailleurs par la suite, pour pouvoir développer sa propre personnalité. Je ne dirais pas que c'est une prise de pouvoir, mais en tous les cas, c'est quelque chose qui est absolument nécessaire dans le développement pour pouvoir asseoir sa propre personnalité, pouvoir s'opposer et parfois après se réconcilier aussi, tout simplement. Alors la question est intéressante, mais si on reprend, je dirais, la totalité du mythe que propose Freud, si les fils tuent le père pour prendre le pouvoir phallique, c'est-à-dire avoir le pouvoir sur les femmes. Je ne sais pas si c'est à l'œuvre dans les loges maçonniques. Je ne pense pas que l'ensemble des nouveaux impétrants veulent prendre le pouvoir du vénérable maître pour prendre possession du pouvoir et des femmes. Comme je disais là tout de suite, c'est une fraternité. Et je dirais qu'il faudrait peut-être d'abord avoir résolu ce type de problème-là avant de pouvoir entrer en maçonnerie, je dirais. Donc, ce qui se joue, je pense, dans le meurtre d'Hiram, ce n'est pas l'ensemble des frères ou des ouvriers qui tuent Hiram. Ce sont trois mauvais frères. Les autres, au contraire, vont vouloir venger le meurtre d'Hiram. Et s'ensuit tout un narratif à ce propos. Mais je pense qu'on n'est pas là-dedans. Cela pourrait demander plus de développement, plus approfondi, mais je pense qu'on n'est pas là-dedans. Justement parce que la maçonnerie, l'initiation maçonnique est une fraternité. J'insiste beaucoup sur ce terme, mais je pense qu'il est vraiment fondamental. Et il n'y a pas de quête du pouvoir à aller rechercher. C'est intéressant ce que vous dites concernant les femmes, d'autant plus que jusqu'à il y a peu, il n'y avait que des loges masculines, des loges féminines, et il y a très peu de loges mixtes. Alors, pourquoi cette séparation ?
Pourquoi cette séparation? Mais parce que c'était quand la franc-maçonnerie est née, au début du XVIIIe siècle, et puis tout au long du XIXe, elle était ancrée dans une société bien normée, bien déterminée, et la maçonnerie était le reflet de cette société, et je dirais la femme n'avait pas la place qu'elle a aujourd'hui, et donc tout naturellement, la femme n'avait pas de place en maçonnerie au début du XVIIIe siècle. Notre société occidentale a évolué. Fort heureusement, il y a eu une émancipation de la femme au sein de celle-ci, et aujourd'hui, eh bien, il y a des loges féminines, il y a des loges mixtes, et tant mieux comme ça. Et c'est très bien. Hein. Et il y a même des possibilités dans les loges, dans la maçonnerie continentale, dont je parlais tout à l'heure. En Angleterre, c'est toujours pas le cas. Mais il y a une mixité qui existe. Donc je dirais que... Et au sein de ces loges, qu'elles soient mixtes, qu'elles soient uniquement féminines ou masculines, dans lesquelles, dans certains ateliers, des femmes peuvent être présentes à certains cas, et inversement dans les loges féminines, je ne pense pas qu'on recherche le pouvoir phallique. Donc on n'est pas là-dedans. Je pense que ce serait se tromper de thématique à cet endroit-là, justement parce que c'est une fraternité, mais c'est une sororité également. Hein, donc quand j'emploie le terme de fraternité, évidemment, elle dépasse la simple question de genre. Nous sommes tous des êtres humains, au-delà de nos genres, et nous sommes appelés à faire société et à ne pas mettre de côté qui que ce soit, en fonction de son genre, de son orientation, de sa pensée, de sa philosophie, etc. Donc ça, c'est vraiment important. La franc-maçonnerie a son histoire, dans sa société, elle a évolué. Prenons-la aujourd'hui dans ce qu'elle est, et dans sa complexité, dans sa diversité. Je pense que c'est là toute sa richesse. Et c'est une société ouverte qui est appelée encore à évoluer en fonction de sa société. Alors, peut-on comparer le cabinet analytique à un petit temple de Jérusalem? En tous les cas, c'est un petit confessionnal, hein, dans un premier temps, ça c'est certain. C'est vraiment l'endroit, je pense, où les analysants qui viennent chez nous savent qu'ils peuvent réellement déposer. Et qui peuvent déposer tout sans qu'on les juge, sans avoir un regard désapprobateur, sans avoir un regard même éventuellement parental, même si on prend quand même une position à certains moments quand même de grand autre. Mais c'est clairement une position, oui, de confessionnal, où il va se jouer beaucoup de choses, en fait. Même tout le drama familial peut se rejouer là-dedans. Va se jouer le transfert, va se jouer le contre-transfert, va se jouer la résistance. Surtout, toutes les résistances sont vraiment fondamentales, parce qu'à chaque résistance qui va se manifester, l'analysant va avoir très envie de partir, de ne pas revenir. Et à nous, quelque part, effectivement, à ce moment-là, arriver à lui prendre la main, lui dire « Regarde ce qui est en train de se passer ». Et même ça, c'est OK. On peut le faire ensemble et on dépasse quelque part ce moment-là pour pouvoir continuer, lui permettre d'observer son moi qui, à certains moments, lui fait peur, en fait, je pense. C'est intéressant de parler de résistance et justement de cette interaction entre l'analyste et l'analysant. Mais que faut-il pour être un bon analyste? Ça, c'est la vaste question. Je crois qu'il faut déjà avoir travaillé plus qu'énormément sur soi-même. Il faut oser l'humilité et ne pas juger. Ça, c'est vraiment la chose qui est la plus importante. Ce qui est très compliqué parce qu'en fait, finalement, on est nous-mêmes avec nos propres croyances, notre propre environnement, les propres choses qui ont été composées par la société. Et donc, déjà, arriver à sortir de ça et de pouvoir se mettre en position neutre et ne pas rentrer dans le jugement, ça va être quelque chose qui va être fondamental. Donc je crois que le travail personnel majeur, mais l'humilité aussi. Pourtant, l'analyste est supposé avoir le savoir absolu. Non, ça c'est un mythe, je pense. On n'a jamais fini de travailler sur soi-même, sincèrement. Donc voilà, je veux dire, chaque patient peut même nous confronter régulièrement à nous-mêmes. C'est pour ça qu'on va en supervision aussi, parce que ça vient souvent chatouiller quelque chose. Tout à fait. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est la supervision ? Oui, la supervision, en fait, c'est le fait pour
tout analyste qui pratique, même depuis le début, d'aller régulièrement. Moi, j'y vais tous les 15 jours. Après, il y a des personnes qui vont tous les mois, d'autres de manière différente. D'aller chez un thérapeute qui a beaucoup plus de pratique aussi et qui va, quelque part, nous aussi, nous confronter à ce qui est en train de faire écho par rapport à certains types de sujets ou de patients que l'on a pu rencontrer, qui nous ébranlent dans notre moi aussi. Alors, il y a cette fameuse devise vitriol. Qu'est-ce que ça veut dire? Éclairez-nous. Visite l'intérieur de la terre et en rectifiant, tu trouveras la pierre cachée. C'est une formule alchimique qui invite l'alchimiste ou toute personne en travail d'introspection à aller au plus profond de soi pour découvrir ce que chacun a à découvrir et ensuite pouvoir aller s'épanouir et transformer, dit-on symboliquement, transformer le plomb en or. Alors à travers cette formule très mystérieuse qui a été prise au pied de la lettre, est-ce qu'on peut vraiment transformer le plomb en or? Alors là, je dirais, adressons-nous aux chimistes eux-mêmes, voir ce qu'ils peuvent en dire. En tout cas, d'un point de vue symbolique, c'est simplement la formule qui va résumer tout le travail d'une vie de l'introspection symbolique. Donc voilà. Et quant à savoir si, dans ce même ordre d'idées, savoir si le cabinet de psychanalyste est-il un petit temple de Jérusalem, le temple de Jérusalem est un lieu de sacrifice, est un lieu de culte. Dans le cabinet de psychanalyse, on ne fait pas de sacrifice sanglant, il n'y en aura aucun culte, il n'y a pas de transcendance qui est présente. La seule transcendance que je pourrais voir dans le cabinet du psychanalyste, c'est le fait, j'utiliserai justement le passage, le transfert, la transmission qu'il peut y avoir entre l'analysant et l'analyste. Donc c'est une signification du terme transcendance beaucoup plus humble qui est ici présente, mais je dirais que la pensée philosophique, la pensée chrétienne a beaucoup cogité sur ces parallèles. Et je dirais que l'homme en lui-même, déjà dans les évangiles c'est écrit, l'homme en lui-même est un temple. D'ailleurs, il y a un excellent livre qui a été écrit par le professeur de Charneux, Du temple à l'homme, qui explique et qui reprend l'ensemble de ces notions. Alors peut-être qu'on va finir par parler de la fin de la cure. Vous avez parlé tout à l'heure, vous avez dit que la maçonnerie est un engagement de vie, mais l'analyse... Aussi. Ouais. Freud a décrit la fin de la cure comme la faculté d'aimer et de travailler. Quand peut-on dire qu'une cure est finie? Je crois qu'à partir du moment où déjà le sujet arrive à vivre avec lui, à ne plus être dans la souffrance et à avoir quelque part réparé une partie de ses manques et arriver simplement à fonctionner, mais fonctionner bien, fonctionner effectivement en se respectant soi-même, en ayant de l'amour pour soi-même, en pouvant quelque part s'ouvrir à l'autre aussi sans plus en avoir peur. Rien que ça, fondamentalement, je pense qu'effectivement, il aura fait déjà un sacré chemin. Maintenant, est-ce que la cure est un jour complètement terminée? Moi, j'ai l'impression que je vais travailler toute ma vie. Mais voilà, OK. Au plus on se pose de questions, au plus on avance aussi. Je vous remercie beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions et j'espère que nos téléspectateurs ont pu avoir un petit éclaircissement par rapport à ces deux voies extraordinaires qui sont la franc-maçonnerie et la psychanalyse. Je vous remercie d'être venus à cette émission. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis et à bientôt.